Bonjour Steve Moreau, vous êtes auteur de Ce ruban de rêve. Non, je vais te tutoyer. Oui, tu me Donc tutoies. Steve, tu as écrit Ce ruban de rêve. Est-ce que tu pourrais juste rapidement nous faire un point sur ta carrière, qu'on puisse un peu situer ton parcours? Alors moi, j'ai commencé en 97 j'étais assistant caméra mon premier film, c'était Le Dîner de con de Francis Weber. Donc ensuite, j'ai fait 4 films avec Francis Weber. J'ai travaillé avec Luc Besson, j'ai fait Jeanne d'Arc, j'ai fait Astérix avec Claude Zidi, Ma femme s'appelle Maurice avec Jean-Marie Poiret. J'ai fait le Pack des loups avec Christophe Gans, Brise de Nice avec James Hutt. Enfin, j'ai fait un paquet de films à cette époque-là comme assistant caméra. Et mon dernier film, j'ai pas fait tout le film, j'ai terminé avec Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Et j'ai fait à peu près une cinquantaine de pubs aussi comme assistant caméra. Donc tu fais tes premières armes de réalisateur sur des courts-métrages. Alors moi, dès que j'ai fait Le Dîner de con, Luciano Tovoli, le directeur photo, m'a aidé à trouver le matériel et l'équipe pour faire mon premier court-métrage qui s'appelait RIP Rest in Peace, que je voulais réaliser et produire. Et à l'époque, moi, je ne voulais pas du tout écrire, donc j'ai allé chercher des scénaristes pour travailler avec moi. J'ai fait 4 courts-métrages qui ont été sélectionnés dans beaucoup de festivals dans le monde, qui ont été achetés par la Gaumont, Canal+, etc., etc. Ça devenait très compliqué mon rapport avec les directeurs photos qui n'arrivaient pas à me situer. J'étais leur assistant et en même temps je réalisais des films, donc ça gênait et en même temps ils n'arrivaient pas à me situer. Donc du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté mon métier d'assistant caméra pour me consacrer plus à la création de long métrage. Donc je suis allé chercher un scénariste qui m'a écrit un long métrage que j'aimais beaucoup, qui était un film d'anticipation. On devait le tourner sur la Côte d'Azur, on avait trouvé 3 comédiens qui avaient gagné des Césars, on était vraiment bien partis, on avait un budget, il fallait que ça tourne autour de 2,5 millions d'euros. On arrivait à plus ou moins, ça se montait quoi, c'était en train de se mettre en place. Après le parcours, j'ai aussi découvert qu'il y avait un vrai fossé entre les gens qui travaillaient sur les films et ceux qui les vendaient ou qui les mettaient en production. Il y a un véritable fossé et c'est très difficile de passer ce fossé. Un financier ou une chaîne de télévision vous regarde de travers en me disant « T'es capable de faire un film toi ?» Par contre, le mec qui est présentateur sur une chaîne ou qui présente la météo, qui présente une émission sur Canal ou ailleurs, lui, il peut être réalisateur. Et puis, au bout d'1 an et demi, j'ai pas réussi à monter le film. Et puis, c'était un mois de décembre, j'avais plus de boulot, j'avais plus d'argent, il n'y avait pas de travail qui allait arriver, ce qui m'était pratiquement jamais arrivé dans ma carrière. Et je me suis mis devant mon ordinateur avec un café, je me suis dit, tiens, est-ce que je suis capable de sortir quelque chose? Et c'est sorti d'une traite. J'ai mis 3 semaines. Je ne me suis pas posé la question en me disant est-ce que j'écris un roman ou un scénario de film. Je me suis absolument posé aucune question. La seule question que je me suis posée, et que je me suis souvenu, c'est que Claude Lelouch et Claude Berry disaient que quand vous faites un premier film, donc dans le cas d'un premier film, mais je pense que c'est applicable dans tout, parlez de ce que vous connaissez. Et moi, j'ai parlé de mon aventure avec un père fou quand j'habitais sur des bateaux à La Rochelle, où j'avais une vie complètement de dingue, où j'allais plus à l'école, on sortait dans les tempêtes, enfin mon père était hallucinant. Et donc j'ai écrit Dos à la mer. Je l'ai mis dans un placard et 6 mois plus tard, les éditions L'Harmattan, la directrice littéraire m'appelle, je ne la connaissais pas, je ne connaissais même pas cet éditeur, me dit je sais que vous avez produit un long métrage documentaire qui s'appelle Le Paradis de Sandra en Colombie, on voudrait faire une projection au cinéma Le Lucernaire parce qu'il appartient à L'Harmattan. Et donc du coup, ils ont pris le film, ils ont acheté le film pour la soirée. Et je lui dis, mais j'ai écrit un texte, est-ce que vous aimeriez le lire? Elle m'a dit oui, oui. Et comme dans notre métier, on sait que les gens n'ont pas de parole en général, je me suis dit, dans 15 jours, elle ne me rappellera pas. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, j'adore, je publie le livre. Et là, j'ai pris une leçon de vie, en fait. C'est-à-dire que j'avais passé 1 an et demi sur un film, il est allé à la poubelle. Et j'ai écrit un texte en 3 semaines et il a été publié. Et je me suis dit, mais c'est dingue la création. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait pas. Personne ne sait. Et tout de suite après Dos à la mer, le roman, j'ai écrit le scénario du film. Et j'ai tenté de monter le film en allant voir des producteurs, des acteurs connus, etc. etc. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sent que ça va nourrir une partie du roman et de l'attitude du personnage dans le roman. Le scénario ne semble pas trouver l'écho que tu en attends. Non, le scénario, les gens, j'ai pratiquement pas de retour. J'ai été quand même étonné que des professionnels qui passent leur temps, pour la plupart, hein, pas tous, attention, qui passent leur temps à dire on aime les auteurs, on aime le métier, on aime les films et tout. Quand tu leur présentes un scénario, ils ont pas envie de le lire, parce qu'il vient de nulle part, il vient de quelqu'un qui n'est pas dans leur entourage. Donc alors, tu ne trouves pas de financement, tu transcendes néanmoins déception et frustration.
tu casses ta tirelire et tu te lances tout seul dans l'aventure, si j'ose dire. Totalement, donc je me suis lancé, ça a été un tournage extraordinaire, mais vraiment, on a fait ça avec très peu de techniciens, ça a été préparé comme une guerre, donc on a tourné en 20 jours et on a fait en noir et blanc, il n'y a pas de musique, c'est un film un peu à la russe, moi j'adore les films comme ça, je l'ai monté, je l'ai écrit, je l'ai produit, je l'ai réalisé, j'ai fait le casting, enfin tu vois, j'étais vraiment impliqué à fond et c'est vrai que j'ai eu des super retours, tout le monde me disait mais comment vous avez fait ça, enfin c'était agréable ça, mais en fait ça donne rien, ils s'en foutent, je sais pas, c'est... Et je parle là des producteurs, parce que c'est ça mon interrogation, je me dis comment travaillent les producteurs en France, vraiment, comment ils bossent? Parce que si j'avais eu des producteurs, des vrais retours de producteurs qui seraient venus me voir, on en aurait discuté et tout. J'ai eu des retours de chefs opérateurs, de gens qui m'ont appelé que je ne connaissais pas, d'acteurs et tout, qui avaient vraiment beaucoup aimé le film, mais pas les producteurs. Alors bien sûr que le métier ne peut pas accepter tout le monde, c'est clair. Mais enfin, quand tu vois en salle ce qu'il y a, tu tombes de ta chaise quand même. Comme je dis toujours, il y a 20% de professionnels qui font tourner la machine film, qui eux l'aiment vraiment, la défendent, se coupent les veines pour faire exister des films. Là, total respect, chapeau, parce que c'est eux qui tiennent vraiment le cinéma. Mais il y a 80%, ils seraient à la Poste ou ils seraient, je sais pas moi, dans une entreprise d'aspirateurs. Ou... Enfin, ils n'ont rien à foutre là, quoi. Astérix, le dernier Astérix qui a coûté 65 millions d'euros. C'est irregardable. C'est une honte. Alors là, il y a tout le monde. Il y a toutes les chaînes, il y a un gros distributeur, tout le monde y va. Ça pose de problème à personne, le scénario, ça pose de problème à personne, la laideur du film, ça pose de problème à personne, ce casting complètement surréaliste, parce que rien correspond à rien. Mais c'est les mêmes gens qui te disent à toi ou à d'autres auteurs, ou à qui tu vas aller demander 3, 4, 5, 7, allez, 8 millions d'euros. Ils disent, ah, ton script là, la fin je comprends pas, j'aime pas trop, tu vois. Le personnage, c'est un auteur, réalisateur, producteur qui s'appelle François Villeneuve, qui est richissime, qui est connu dans le monde entier. Toute la profession le connaît, mais l'aime moyennement, on va dire. Et un soir, il revient de tournage et il s'arrête dans le 8e arrondissement de Paris, il ne veut pas rentrer chez lui, il rentre dans un resto qui est un peu sa cantine. Il s'installe à table et il va passer la soirée à parler avec une personne dont on découvrira à la fin du roman qui c'est. À cette personne, il va enfin lui dire la vérité sur qui il est. Donc, il lui raconte cette existence où il vient d'une famille simple, il vient du nord de la France, il aimait ses parents, il aimait sa sœur, c'était des gens tout simples qui vivaient normalement comme des citoyens normaux. Et il a décidé de monter à Paris, faire du cinéma, garder son honnêteté, son amour pour les films, son amour pour les gens. Enfin, il a envie de tout donner. Et il reçoit que des portes fermées, il reçoit que du mépris, il reçoit que de l'humiliation. Donc à travers ça, j'ai essayé de parler de beaucoup d'auteurs. Constamment, on humilie les gens, on les méprise, on les met dans des cases. Donc j'ai voulu parler de tout ça à travers ce personnage. Et d'un coup, ce personnage, je vois qu'il n'y arrive pas. Il fait un premier film. Pour le deuxième film, il décide de faire un hold-up, parce qu'il en a ras-le-bol que les banques lui disent non. Donc il braque un banquier, il récupère le pognon. Avec le pognon, il fait un deuxième film. Et là, c'est une histoire d'amour, son deuxième film. Les professionnels l'ignorent toujours. Donc il dit, donc je vais m'amuser à un jeu. Je vais faire un jeu, je vais écrire le plus mauvais scénario de l'histoire du cinéma français. Et pour s'amuser, il l'envoie au plus mauvais acteur bankable du cinéma français, qui lui répond tout de suite en disant, mais c'est génial, j'adore. Et là, d'un coup, tout le monde se met en branle-bas de combat. Les producteurs débarquent, les chaînes se battent pour avoir le film, les distributeurs font monter les enchères, et ils décident que sa marque de fabrique, ce soit de faire des films médiocres, pour une société médiocre, pour abêtir les spectateurs. Et plus il fait ça, plus il devient riche, plus il devient célèbre, plus il devient gros, jusqu'à exploser. Et intérieurement, il explose. Donc, il se confie sur tout ce qu'il a vécu, comment les gens réagissaient par rapport à lui, comment la société réagissait par rapport à lui, comment les femmes d'un seul coup le regardaient, Et lui, en rachetant toute la chaîne cinématographique, il comprend, en rachetant des marques
d'agroalimentaire, il comprend comment tout le système fonctionne et il devient lui-même plus gros que le système. Tout le monde le surnomme dans le métier ego, le génie créatif. Le génie créatif, c'est quand tu rapportes du pognon. Tu n'es jamais un génie créatif sinon. C'est-à-dire que ce que je décris aussi, c'est que tu peux être le pire des enculés, le pire des salopards, tant que tu rapportes de l'argent à ton entourage, tout le monde s'en tamponne. Le cinéma, finalement, pour le personnage, c'est un monde d'une compromission totale, un monde pas fréquentable, mine de rien. Mon roman Ce ruban de rêve est là pour justement essayer de secouer le cocotier. Et d'ailleurs, depuis, je reçois plein de messages de gens, de techniciens, de réalisateurs qui me disent merci. Merci Steve de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Mais on est tellement rentré dans une société de peur. Tout le monde a peur de perdre ses subventions, tout le monde a peur de l'ouvrir, parce qu'on se dit si on n'est pas d'accord avec moi, oula, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, je ne peux plus vivre comme ça. Je refuse de vivre comme ça. On n'a plus de rebelles, et les artistes doivent être des rebelles quelque part. Ils doivent sortir du cadre de la société. Et qu'est-ce qu'on voit principalement? On voit des gens, principalement bourgeoisés, qui eux sont dans le cadre du cadre. Peut-être ils ont peur de perdre leur statut, ou ils ont peur de perdre leur gros chèque. C'est sûr qu'on a des comédiens français. Moi j'aime beaucoup les comédiens, mais les salaires des comédiens français ne sont pas acceptables dans cette société et à notre époque. C'est révoltant. Surtout qu'après, derrière, tu as 200 bonhommes qui travaillent sur le film, et puis on dit « Ah bah écoute, toi, le stagiaire en régie, ton plein d'essence pour ton scooter, je vais pas pouvoir te le rembourser, tu vois. » Donc parce que on n'a pas beaucoup de sous, t'as pas beaucoup de sous parce que l'autre en haut il s'est gavé comme une bête, quoi. Donc moi j'ai beaucoup d'estime pour les producteurs parce que je sais la valeur de l'argent, je sais la difficulté de monter des films, mais c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je le voyais quand j'étais à l'agrément, un film à 3-4 millions, il y a 20 guichets. Donc t'imagines les contrats, les problèmes avec les pays, les tax shelters en Belgique, enfin c'est un truc de dingue. Et puis des films à 50 millions d'euros, il y a 5 guichets, où il y a... Tu vois, c'est des choses qui interrogent. Moi, je trouve que vraiment, on doit se poser et réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Dans ton roman, tout le monde en prend pour son grade, donc un peu les techniciens, les comédiens, les comédiennes et surtout les critiques. Les critiques sont extrêmement importantes pour les cinéastes. C'est vraiment important. À une époque, c'était extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient à t'apporter des clés auxquelles toi, des fois, tu n'avais pas pensé en tant que cinéaste, dans le film qu'ils voyaient. Et toi, tu réfléchis là-dessus. Et ça te fait progresser en tant que cinéaste. Les vrais critiques, comme les vrais journalistes. Tous ces gens-là te font progresser, normalement. Et le public a besoin des critiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle prolifération de films, il y en a partout de l'image, que je pense que des vraies critiques peuvent permettre à des spectateurs de s'y retrouver et qu'on leur dise, tiens, là, il y a quelque chose à aller voir ou à aller chercher, allez-y, faites-nous confiance, on pense que là, ça peut vous amener à quelque chose en tant que spectateur ou en tant que citoyen ou en tant qu'homme. Dans ton roman, tu nous dis que le public semble se satisfaire de la purée cinématographique qu'on lui sert tous les jours. Est-ce que ce même public a perdu une certaine curiosité à force d'avoir été nourri de ce qu'il attend? Non, mais totalement. C'est-à-dire qu'on est tous responsables dans le marasme dans lequel on est. L'éducation nationale, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, est devenue quand même en partie une usine à crétins. C'est-à-dire qu'on fabrique des crétins parce que c'est voulu de fabriquer des crétins. Et tout le monde s'est mis à fabriquer des crétins de partout. Donc quand tu deviens crétin à 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vas aller voir des films de crétins, tu vas lire des livres de crétins. Donc les éditeurs se mettent à faire des livres de crétins. Un éditeur, aujourd'hui, principalement, qu'est-ce qu'il recherche? Il ne recherche pas un auteur, il ne recherche pas un grand écrivain, il recherche une communauté. Donc il va chercher quelqu'un qui a une communauté, qui a 500 000 followers chez machin, chez Insta, sur Facebook, sur tout ce que tu veux, parce qu'il se dit, bon, au minimum, quand on sortira le bouquin, on récupérera une partie de la communauté, si on n'en a que 10 ou 15%, on amortit nos frais, on gagne un peu d'argent et c'est plié. Oui, mais le contenu du livre, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon, il y en a 500 qui sortent à la rentrée littéraire, il faut bien qu'on existe au milieu de tout ça. Donc on est là-dedans, et le cinéma est dans le même marasme, est dans la même complexité. Si on revient au box-office des années 70 en France, parce que ça m'a toujours intrigué, quand tu regardes dans le box-office, il y a plein d'auteurs connus de l'époque, des grands auteurs qui étaient dans les 10 premiers. Eh ben, tu regardes le box-office aujourd'hui, tu as Anatomie d'une chute, la semaine dernière, tu regardes, il y a un film français, et dans les 8 autres ou 9 autres, tu as Barbie, tu as Oppenheimer, tu n'as pratiquement plus de films français, et surtout, la problématique, c'est que tu n'as pratiquement plus d'auteurs-réalisateurs
porteurs, des films du milieu qui ont totalement disparu et qui étaient la grande richesse du cinéma français, parce que ces films rapportaient de l'argent et ils amenaient quelque chose aux spectateurs ou au public. On a eu un grand cinéma français et il est devenu pas grand-chose, il faut dire la vérité. Il faut arrêter de se mentir et de se cacher. Je viens de finir le roman de Patrick Roger qui s'appelle Nouvelle Vague, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est allé parler de tous ces cinéastes de la Nouvelle Vague qu'on connaît par cœur, mais il y a rajouté plein d'informations sur le pays, sur l'époque, c'est très amusant à lire, c'est ludique, c'est un vrai plaisir, vraiment. Mais à la fin, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais le mec, il nous parle de cinéaste il y a 50, 60 ans. Imagine, t'écris le même bouquin sur les cinéastes d'aujourd'hui. Mais tu parles de qui? Tu parles de quoi?